Lorsqu'on dit, par exemple, je suis vivant, on a immédiatement l'impression qu'il existe un individu stable qui traverse le temps. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, nous croyons être le même être continuant son histoire. Pourtant, si nous regardons attentivement, ce moi, cet être n'est jamais trouvé, nulle part. Le corps change sans cesse, les pensées apparaissent puis disparaissent, les émotions montent et retombent comme des vagues, et même les souvenirs se transforment. Alors, où est cette personne, cet être fixe qui prétend posséder la vie? Cette question n'est pas nécessairement philosophique, et il se trouve qu'on peut y répondre directement dans Zazen sans passer par des circonvolutions intellectuelles. Où est cette personne? Assis en Zazen, donc assis immobile, nous voyons bien que les pensées sur le moi ne sont que des phénomènes passagers qui viennent et qui partent, qui surgissent comme des nuages traversant le ciel, mais sans jamais affecter le ciel lui-même. Cette notion de moi, de je, traverse, comment peut-on dire, le ciel tel qu'il est, mais sans jamais l'affecter. Ce sont juste des pensées passagères. Même chose pour le temps. Souvent, on croit aussi que le temps est une réalité solide. On parle du passé, du futur, des années perdues ou gagnées. Pourtant, lorsqu'on observe notre expérience immédiate, où trouve-t-on réellement le temps? C'est la même question que sur le moi. Le passé n'apparaît que sous forme de mémoire présente. Le futur n'existe qu'en imagination. Quant au présent, dès que nous voulons le saisir, il est déjà parti. Dogen, maître Dogen, disait que le temps n'est pas quelque chose qui s'écoule indépendamment de nous. Chaque existence est elle-même temps. Dans le Shobogenzo, il y a un chapitre qui s'appelle Uji, U-J-I, souvent traduit par être-temps, être-temps. Et Dogen écrit que l'être est temps et que le temps est être. Cela signifie que chaque chose occupe entièrement son moment. Chaque chose n'apparaît qu'un instant et elle occupe entièrement son moment. L'instant présent n'est pas un simple point entre un passé disparu et un futur à venir. Il est la totalité de l'univers se manifestant sous cette forme particulière. Mais si nous allons encore plus profondément, on découvre qu'il n'existe même pas de temps séparé des apparences elles-mêmes. Il n'y a qu'un déploiement insaisissable, sans commencement ni fin.
La pratique zen consiste moins à vivre dans le présent, comme on a l'habitude de le dire, qu'à réaliser que nous ne pouvons jamais être ailleurs que dans cet être-temps qui se manifeste ici et maintenant. Ce chapitre aussi n'est pas le plus facile dans le Shobogenzo. Mais il conclut que nous ne pouvons jamais être ailleurs que dans cet être-temps qui se manifeste ici et maintenant. Il n'y a pas un moi qui traverse le temps, il y a simplement l'être-temps qui apparaît momentanément sous la forme de ce corps ou de cette pensée ou de cette respiration. Autrement dit, il n'y a pas de ligne continue du temps, il n'y a que des êtres-temps. Bon, ceci étant posé, que signifie être vivant? Habituellement, on imagine une énergie intérieure appartenant à quelqu'un. Pourtant, dans l'expérience directe, on ne trouve pas un être vivant, comme on l'a dit au début, mais seulement une vivacité sans centre. Je veux dire un système vivant sans un centre. Tout apparaît spontanément, mais aucun propriétaire n'est trouvé derrière tous ces phénomènes. Tous ces phénomènes sont en changement permanent et se transforment parce qu'ils sont vivants, mais sans qu'il y ait un centre. On pourrait parler de pure vitalité. Mais le zen se méfie même de cette formulation, car l'esprit pourrait transformer cette vivacité, entre guillemets, ce terme, en nouvelle substance spirituelle. Parce que dès qu'on nomme quelque chose, on commence déjà à la figer, cette chose. Un jour, un moine demanda à Joshu, le chien a-t-il la nature de Bouddha? Joshu répondit, Mu, M-U, Mu. Ce Mu ne signifie ni oui ni non. En fait, il détruit la question elle-même. De la même manière, si l'on demande si tout est vivant, le zen pourrait répondre par un immense silence. Car dire oui crée une croyance et dire non crée une autre croyance. Le zen ne cherche pas à construire une métaphysique, il cherche à nous libérer des fabrications mentales. Il n'a pas d'autre ambition. D'ailleurs, il n'a aucune ambition. Avant même l'idée de vie ou de non-vie, quelque chose apparaît. Mais ce quelque chose ne peut être possédé par aucune pensée. Pendant Zazen, nous pouvons parfois éprouver l'impression que les frontières deviennent moins solides. Elles se dissolvent. Le corps respire, mais personne ne semble respirer. Les sons apparaissent, mais il n'y a pas quelqu'un séparé, quelqu'un de séparé qui entend. Le temps semble ralentir et parfois même disparaître.
Alors, beaucoup de pratiquants ont peur de cet espace, car l'ego vit grâce à la continuité psychologique. Il veut se raconter une histoire. L'ego ne peut pas exister sans histoire. Sans histoire, il croit mourir. Pourtant, ce qui disparaît n'est qu'une illusion de séparation. C'est pourquoi l'éveil n'est pas l'acquisition de quelque chose, mais la chute d'un malentendu. L'éveil, c'est simplement la chute d'un malentendu. Dans le bouddhisme, Nagarjuna, dont on parlait hier, expliquait que toutes les choses sont vides d'existence propre. Cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas du tout, cela signifie qu'elles existent uniquement en dépendance de causes, de conditions, de perception et de désignation mentale. Une fleur n'est pas une entité indépendante, par exemple, elle contient la pluie, le soleil, la terre, le jardinier, le temps des saisons. De même, ce que nous appelons moi n'est qu'un assemblage provisoire très bien décrit dans les 5 agrégats. Lorsque nous comprenons cela profondément, une immense légèreté survient. Nous cessons de défendre une identité qui n'existe pas. Nous cessons de défendre une identité imaginaire ou de nous battre pour elle. Nous devenons comme le ciel qui accueille tous les nuages sans résistance. Cependant, cette compréhension peut devenir dangereuse si elle est seulement intellectuelle. Si certains entendent que le moi n'existe pas, alors ils en concluent que rien n'a d'importance et se permettent de faire n'importe quoi. Ils tombent dans une forme de nihilisme froid, mais le zen n'est pas nihiliste. Lorsque l'illusion du moi se relâche, la compassion apparaît, bien plus naturellement. Lorsque l'illusion du moi se relâche, la compassion apparaît bien plus naturellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séparation entre soi et les autres. La souffrance d'autrui n'est plus perçue comme étrangère, éloignée. Dans les anciens monastères zen, les maîtres insistaient énormément sur les tâches quotidiennes comme cuisiner, nettoyer, porter l'eau, couper le bois, etc. L'éveil ne consiste pas à flotter dans une abstraction philosophique, comme malheureusement beaucoup le croient. Il consiste à être totalement présent à chaque geste ordinaire, à être directement ce qui est avant les descriptions conceptuelles de ce qui est, sans ajouter de commentaires sur l'existence, sans se soucier de sa propre progression sur le chemin ou de sa compréhension, ou de savoir si on a atteint l'éveil ou non. Dans la pratique quotidienne, on peut observer tout ça très simplement. Lorsqu'on boit le thé, y a-t-il réellement un buveur séparé du geste de boire?
Ou existe-t-il seulement la chaleur de la tasse, le parfum du thé, la sensation du liquide qui traverse le corps? Voilà les questions qu'on peut se poser. Mais habituellement, l'esprit commente immédiatement. C'est moi qui bois. Mais cette pensée apparaît après l'expérience. Elle est donc une interprétation et non la réalité immédiate. Le zen ne cherche pas à supprimer les pensées, mais à voir leur nature transparente. Les pensées sont comme des reflets dans l'eau, visibles, mais insaisissables. Parfois, durant une séchine, le silence devient si profond qu'une autre perception de l'existence apparaît. Non pas la perception conceptuelle de l'existence, mais une autre perception. Le monde semble continuer tout seul, sans personne pour le diriger. Les oiseaux chantent sans chanteur. La pluie tombe sans intention. Le cœur bat sans chef d'orchestre biologique intérieur. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est simplement que la réalité telle qu'elle a toujours fonctionné l'a fait toute seule, avant notre besoin constant de tout personnaliser. Pourtant, dès que nous essayons de décrire cette expérience, nous créons déjà une distance. Parce que si on veut décrire, il faut avoir, comme d'habitude, deux pôles. Celui qui décrit et la chose à décrire. En fait, les mots sont utiles, mais ils restent comme les doigts qui pointent vers la lune. Confondre les mots avec la réalité est la racine de nombreuses illusions spirituelles. Ainsi, lorsque certains disent « tout est pure vie » et que d'autres répondent « il n'y a ni vie ni temps », le zen sourit. Parce que les deux positions peuvent devenir des pièges si on s'y attache. La véritable pratique consiste à demeurer dans cette ouverture, dans cette disponibilité où rien ne peut être fixé, ni existence, ni non-existence, ni vivant, ni mort, comme dans le chat de Schrödinger. Seulement cette apparition mouvante, silencieuse, mais sans propriétaire. Dans Zazen, nous cessons de vouloir capturer le réel avec des concepts. Cette nécessité disparaît. Et alors apparaît une paix nouvelle, non pas parce que nous avons trouvé une réponse définitive, mais parce que la nécessité même d'avoir une réponse est tombée.